Bonjour tout le monde, merci d'être présent à ces nouvelles FLM qui aujourd'hui sera dédié au problème de décarbonation de long terme. Nous avons le plaisir d'avoir cette discussion qui sera faite par Marc Baudry, qui est responsable du pôle on va dire prix du carbone, innovation bas carbone ici à la Chaire et qui a longuement étudié les tests. Donc aujourd'hui, il va nous montrer les tenants et les aboutissants. Merci Marc. Très bien, merci. Alors, je vais mettre en partage d'écran. Excusez-moi le temps que je maîtrise la chose. Voilà. Je partage. C'est bon? Vous voyez mon écran là? Oui. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce FLM consacré donc effectivement, alors pas tellement à la présentation d'un papier de recherche, c'est plus la présentation d'une réflexion, d'une prise de recul en quelque sorte sur la décarbonation de long terme et notamment sur le fait de savoir si le UTS peut faire mieux ou pas que ce qui a été fait jusqu'à présent. Alors, cette présentation, je vais la décomposer en cinq sections. J'ai commencé tout d'abord par rappeler ou préciser un certain nombre de termes et la façon de mesurer également les concepts que j'aurais définis, à commencer par ce concept de décarbonation, parce que finalement, il peut être un petit peu peut-être multiforme. Donc, j'essaie de préciser les choses. Et ça me permettra ensuite, dans une seconde section, de souligner que dans la décarbonation, on n'a pas forcément que des effets, je dirais, de passage en douceur, de transition souple. On peut aussi avoir des effets un peu de seuil qui vont conduire effectivement à des modifications éventuellement non marginales dans le rythme de décarbonation induit par une politique environnementale. Une fois que j'aurai précisé ça dans un cadre plutôt statique, j'aborderai la question de la dynamique de l'UTS et notamment en l'articulant par rapport à la logique de budget carbone qui sous-tend affirmant le fonctionnement de l'UTS. Ce qui m'amènera de ce fait à souligner l'importance du rôle des anticipations des acteurs économiques qui interviennent dans le ETS, dans les comportements de ces agents d'une part et par ricochet sur la détermination du prix d'équilibre sur le marché du carbone européen. Une fois que j'aurai fait ça, eh bien, j'arriverai un petit peu finalement à l'objectif de cette présentation et de cette réflexion, qui est de s'interroger sur un concept qui est bien connu des économistes, mais qui n'a pas forcément été tant abordé que cela dans le cadre de la politique climatique et plus particulièrement du marché du carbone européen, qui est la question du problème de l'incohérence temporelle. Alors, j'essaierai de, bien sûr, définir ce concept d'incohérence temporelle, également de mettre en lumière dans quelle mesure, effectivement, il peut se poser pour le ETS et ça m'amènera bien naturellement, dans la dernière section, à poser la question de est-ce qu'on a des solutions pour répondre à ce problème éventuel d'incohérence temporelle et donc à renforcer la crédibilité de l'ETS dans l'objectif final, effectivement, d'arriver à ce que je qualifierais en quelque sorte d'une vraie, entre guillemets, décarbonation de l'économie européenne. Alors, donc, commençons donc d'abord par un petit peu la définition et en posant bien le périmètre des concepts que l'on va manipuler dans le cadre de cette présentation. Et pour commencer, je préciserai qu'il convient, à mon sens en tout cas, de bien distinguer une décarbonation qu'on pourrait qualifier d'apparente d'une décarbonation que je qualifierais d'effective. Alors, je mets des guillemets parce que le terme est de moi, ce n'est pas forcément une distinction que l'on trouve couramment dans la littérature, mais on peut quand même néanmoins la trouver implicitement dans nombre de travaux traitant de l'UTS. La décarbonation apparente, eh bien, c'est la plus simple à mesurer, puisque c'est directement celle qu'on va observer en suivant le niveau des émissions. Alors évidemment, dans le cas d'un système de plafonnement des émissions, tel que l'ETS,
bien nécessairement, on a une décroissance des émissions des entreprises qui sont couvertes. Donc, la décarbonation apparente, en tout cas telle que mesurée directement par le niveau d'émissions, effectivement, elle ne peut être que décroissante au rythme de la décroissance du cap qui est fixé par la politique climatique de l'Union européenne à travers le ETS. Néanmoins, on constate souvent qu'on éprouve le besoin d'aller tout de même au-delà justement de cette simple mesure en rapportant notamment ces émissions au niveau de production, c'est-à-dire en calculant ce qu'on va appeler l'intensité carbone, mais sachant que donc ici, on va rester sur ce que j'ai qualifié d'une intensité carbone apparente. L'idée sous-jacente, c'est que ce qu'on espère d'une politique climatique, c'est qu'elle modifie effectivement l'intensité carbone et qu'elle notamment baisse l'intensité carbone. Et non pas juste la maintienne constante, ce qui signifierait qu'effectivement, on a juste, entre guillemets, diminué les émissions en diminuant le niveau de production. Ce qu'on attend implicitement, hein, le présupposé ou le non-dit, quand on parle de décarbonation, enfin le non-dit ou pas non-dit d'ailleurs, mais quand on parle de décarbonation, c'est qu'on attend une forme de changement technologique, si ce n'est même un basculement vers un nouveau paradigme technologique. Et donc, normalement, ça doit se traduire par une décroissance de l'intensité carbone, même en se limitant pour l'instant au concept d'intensité carbone apparente. Alors, si on regarde un petit peu justement quelques chiffres dans le cas de l'ETS, on s'aperçoit que tout d'abord, la dynamique des émissions, elle est assez contrastée selon le secteur considéré et ça se retrouve dans une certaine mesure sur également la dynamique de l'intensité carbone des différents secteurs. Et si je résume un petit peu les graphiques qui vont venir, eh bien, on s'aperçoit que c'est beaucoup le secteur électrique qui a réduit ses émissions et qui a connu une baisse de l'intensité carbone. Dans une moindre mesure, un peu le secteur de la chimie et celui de la métallurgie, beaucoup moins dans d'autres secteurs. Alors, par exemple, si on regarde les émissions observées, donc là, j'ai constitué à partir de données d'Eurostat et de la European Environmental Agency un certain nombre, donc j'ai retracé la dynamique des émissions pour un certain nombre de secteurs. Alors, je prends quelques précautions parce que ici, donc les données sont bien celles des entreprises couvertes par l'ETS, mais j'ai procédé à un certain nombre de regroupements, d'agrégations par rapport à la décomposition sectorielle qu'il y a dans les données, notamment de la European Environmental Agency, pour pouvoir ensuite croiser avec d'autres données qui sont de sources différentes. Donc, j'avais besoin d'être sur les mêmes périmètres de secteurs. Et donc là, on voit qu'effectivement, le secteur électrique, donc c'est la courbe en bleu, a vu ses émissions significativement diminuer. Alors attention, parce que ce secteur, en même temps, il y a un effet d'échelle, hein, parce qu'ici, ce secteur correspond à l'échelle qui est à droite, alors que tous les autres secteurs correspondent à l'échelle qui est à gauche. Hein. Donc, ne vous méprenez pas, les émissions du secteur électrique sont facilement 4 à 5 fois supérieures à ce qu'elles sont dans la plupart des autres secteurs. Alors, on voit effectivement qu'il y a quelques autres secteurs, notamment pour la chimie, là en orange, où on a eu une baisse assez importante des émissions, en tout cas tout au moins sur au moins les 2 premières phases de l'EUTS. Alors, il faut procéder à une vérification, c'est qu'évidemment, on peut se demander si ces baisses des émissions ne se sont pas faites en délocalisant, par exemple, massivement la production et avec des formes de fuite de carbone. Alors, même si le propos ici n'est pas de discuter de ce concept de fuite de carbone, mais pour quand même étayer un peu ce que je vais dire sur la dynamique, effectivement, en termes de décarbonation en intra-européen, j'ai complété ici par un graphique issu de données de l'OCDE, mais toujours avec la même décomposition sectorielle, le graphique de l'évolution des importations de produits en provenance de ces différents secteurs de production. On voit qu'il a pu y avoir des fluctuations, mais on n'a pas, par exemple, de hausse tendancielle marquée de ces importations. Alors attention, évidemment, on est là sur une analyse univariée, donc il faut prendre beaucoup de précautions, hein, parler plutôt conditionnel, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres facteurs qui masqueraient, par exemple, le fait qu'il y aurait eu du carbon leakage
Par exemple, une évolution défavorable aux importations des taux de change, par exemple. Ce serait une possibilité. Évidemment, ici, le graphique ne contrôle pas de tels effets qui pourraient un petit peu perturber la lecture des données. Concernant l'intensité carbone, donc toujours avec la même décomposition factorielle, mais en croisant avec d'autres données encore qui sont cette fois-ci issues d'Eurostat, avec également un petit hiatus, hein, pour être honnête, dans le recoupement des données, puisque l'intensité carbone au numérateur, les émissions ne concernent que les entreprises couvertes. Et pour l'instant, sur ce type de données-là, en tout cas sur le graphique que je produis, les dénominateurs correspondent à la production de l'ensemble du secteur. Donc, en fait, entreprises couvertes plus entreprises non couvertes du secteur. On constate que l'intensité carbone n'a pas vraiment diminué ou pas très significativement. Et c'était une fois de plus dans le secteur électrique. Avec un effet d'échelle à nouveau également, parce que le secteur électrique est le seul dont l'échelle en fait soit sur la droite, alors que l'échelle d'intensité carbone est sur la gauche pour tous les autres secteurs. Et à nouveau, on voit qu'un secteur comme la chimie ou éventuellement comme celui de la métallurgie a également connu une baisse de l'intensité carbone. Mais alors, dans ces deux derniers secteurs, ce qui est assez marquant, c'est que finalement, elle aurait surtout eu lieu sur la phase 1 et la phase 2, beaucoup moins ensuite, puisqu'on a quasiment une constance par la suite. Et puis, on voit d'autres secteurs, au contraire, il n'y a pas du tout de décroissance. En tout cas, on ne perçoit pas de décroissance de l'intensité carbone apparente. Par exemple, pour le secteur du ciment, je vérifie bien quand même parce que je ne vois plus où est mon secteur du ciment. Mais en principe, il était dedans. Excusez-moi, je vérifie juste. Eh bien non, il n'y est pas, effectivement. J'étais convaincu pourtant d'avoir fait statistiques dessus. Mais bon. Alors, on ne voit pas pour le secteur du ciment, mais de mémoire, c'est un secteur pour lequel on ne voit pas explicitement non plus une baisse de l'intensité carbone. Alors, cette intensité carbone apparente, qu'elle soit absolue, c'est-à-dire calculée sur la base des émissions, ou relative, c'est-à-dire calculée sur la base de l'intensité carbone, ne nous dit toutefois rien de l'effort réellement consenti par les entreprises couvertes pour y parvenir. Pour avoir une meilleure idée de cet effort, il faut s'intéresser au contrefactuel, c'est-à-dire essayer de déterminer ce qu'auraient été les émissions et ce qu'aurait été l'intensité carbone en l'absence de l'ETS comme outil de régulation des émissions. Et c'est qu'une fois défini ce contrefactuel que l'écart entre le contrefactuel et les émissions observées indique l'effort effectivement d'abattement. Alors, pour pouvoir y parvenir, il faut s'intéresser non plus juste à ces statistiques, mais à la technologie qu'il y a derrière et réussir à caractériser à partir de là la situation qu'on qualifie de laisser faire, c'est-à-dire ce qu'on observerait en l'absence de la régulation par le ETS. Et le point important, c'est que c'est l'évolution des émissions et de l'intensité carbone caractérisant la technologie en situation de laisser-faire qui révèle ce que je vais dénommer la décarbonation effective. C'est-à-dire que je vais considérer que la décarbonation effective, c'est surtout ce qui caractérise intrinsèquement la technologie. Alors, je vais préciser ça graphiquement un tout petit peu après pour bien montrer l'importance de distinguer les deux. L'idée, c'est que la contrainte technologique, elle nous décrit une relation entre le niveau de production du secteur, que je dénomme ici Y, le niveau des émissions du secteur, que je dénomme E, et le niveau de facteur de production, que je regroupe ici dans un vecteur, un agrégat, que je dénomme Z. Alors, on peut avoir deux types de lecture en fait, de cette relation technologique, soit une lecture très classique en termes de fonction de production, où on va à ce moment-là traiter les émissions comme un intrant libre d'accès, ce qui finalement est la lecture usuelle d'une fonction de production, excepté que au-delà d'un certain niveau d'émission, eh bien, il serait contre-productif d'émettre encore plus. Et alors,
techniquement, cela permet de caractériser effectivement un niveau d'émission de laisser-faire, c'est-à-dire le niveau qu'on le donnerait en l'absence de régulation. Une alternative est de considérer que cette relation, elle décrit une technologie multi-output avec Y, donc la production, qui est un output désirable, et E, les émissions, qui est un output indésirable. Alors, techniquement, et notamment après, pour quantifier les choses, c'est un petit peu plus complexe à manipuler, mais ça traduit mieux sans doute la réalité, en tout cas des émissions de gaz à effet de serre. On va retrouver une forme finalement sonographique par la suite qui est très similaire à ce que l'on aurait dans le cas de la fonction de production. Mais l'idée clé, c'est qu'il n'est pas possible de produire de l'output désirable sans avoir en parallèle de l'output indésirable. Et plus de l'un implique nécessairement de plus de l'autre jusqu'à un certain seuil, au-delà duquel, finalement, plus d'output indésirable ne permet plus d'accroître l'output désirable. Alors, à partir de là, donc ça veut dire qu'on peut un petit peu chercher à analyser la décarbonation en en construisant un graphique. On va porter ici en abscisse l'output indésirable, c'est-à-dire les émissions. On leur donner l'output désirable, c'est-à-dire le niveau de production. Donc, conformément à ce que je viens d'expliquer, on va d'abord avoir une partie de la courbe qui va être croissante. Et au-delà d'un certain seuil d'émissions qui va caractériser les émissions en situation de laisser-faire, ce qu'on appelle également dans la littérature sur la modélisation, notamment de l'ETS, les émissions baseline, eh bien, on va avoir une décroissance. Et donc, la partie décroissante de la courbe est en quelque sorte une partie qui n'a pas d'intérêt du point de vue économique parce qu'aucun secteur n'a intérêt à se trouver sur cette partie décroissante. Seule est pertinente la partie de gauche de la courbe. Elle nous montre également que, à quantité en tout cas d'intrants donné, et ici considéré comme inchangé, eh bien pour ce niveau d'émission baseline, on va atteindre effectivement un niveau de production d'output désirable de laisser faire. On va pouvoir caractériser, en plus de l'utilisation du niveau d'émission baseline ou de laisser faire, on va pouvoir caractériser finalement le degré de performance environnementale de la technologie en calculant l'intensité carbone associée à cette technologie à la situation de laisser faire. Donc en fait, l'intensité carbone étant le rapport entre le niveau de production de laisser faire et le niveau d'émission de laisser faire, c'est en fait ici l'inverse en fait de la pente du rayon que j'ai représenté en vert et qui passe donc par le point caractérisant la situation de laisser faire. Que va changer là-dedans? La mise en place d'une politique environnementale. Eh bien, elle va consister en l'introduction d'une tarification des émissions, de sorte que dorénavant, le revenu que va tirer l'entreprise de son activité, ça va être bien sûr le revenu tiré de l'output désirable. Donc, si on considère que le prix ou l'indice de prix, c'est P, ça va être P fois Y, mais il va falloir y soustraire le coût de l'output indésirable. Et donc, si je suppose que taux désigne la tarification par unité d'émission, il va falloir y soustraire le produit entre taux fois E. Le point intéressant ici, c'est qu'on peut représenter de ce fait l'ensemble des combinaisons d'output désirable et d'output indésirable qui vont conduire à ce même niveau de revenu. Donc, ils vont caractériser ce qu'on va appeler les droits de 10 revenus, qui sont donc des droits croissantes. Et surtout, le point important, c'est que plus le prix du carbone va être élevé, plus la pente de ces droites en rouge va être forte. Et l'entreprise, donc, ou le secteur, va chercher à maximiser son revenu, en tout cas à un temps donné, sous la contrainte technologique, ce qui, par exemple, pour un niveau donné des prix, tel que je l'ai représenté, va conduire au point en rouge sur la frontière. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la mise en place de cette tarification va bien induire une baisse du niveau des émissions à technologie donnée, par rapport au niveau de laisser-faire. Cette baisse, c'est ce qu'on appelle couramment le niveau d'abattement.
Et en contrepartie, on voit qu'il y a une baisse du niveau de l'output désirable. Et si on évalue cette baisse en unité physique, si on multiplie par le prix de l'output, on a l'impact en termes de baisse de revenus tirés de l'output désirable, ce qui définit la notion de coût d'abattement. Soit dit en passant, même si on n'en a pas besoin dans la suite du raisonnement, la pente ici de la droite en rouge, du coup, permet également d'évaluer la notion de coût marginal d'abattement, dont vous savez sans doute que c'est un concept clé pour comprendre après la formation d'équilibre sur le système d'ETS. Alors, ce qu'on peut noter également, c'est que la pente du rayon au point qui va correspondre au niveau observé d'émission, ben, ça va correspondre donc à la pente de la courbe de la droite ou la demi-droite en pointillé vert. Et on voit donc que la pente étant plus importante, ça signifie que l'intensité carbone qu'on va observer dans la réalité, elle est plus élevée qu'elle ne l'est à… non, pardon, elle est plus faible qu'elle ne l'est à la situation de laisser faire. Ce qui veut dire que l'intensité carbone apparente, celle qu'on observe en présence d'une politique environnementale, elle a tendance à sous-évaluer l'intensité carbone réelle qui caractériserait la technologie en situation de laisser faire. Donc, il faut faire attention parce qu'en quelque sorte, ici, on voit qu'on baisse l'intensité carbone, mais par le truchement de la politique environnementale. Alors, certes, c'est l'effet escompté, mais vous voyez que ça se fait à technologie inchangée, ce qui n'est pas forcément tout à fait conforme à l'idée de décarbonation d'une économie. Alors, pour construire le fameux contrefactuel, eh bien, il y a différentes stratégies qui ont pu être utilisées dans la littérature et mises en œuvre. Bon, j'en ai identifié ici au moins 3 grandes catégories, mais je n'ai pas la prétention que cette liste soit exhaustive. On a trouvé, par exemple, historiquement, tout d'abord, des modélisations économétriques des émissions observées en contrôlant de différents facteurs explicatifs, du prix par exemple, de différents fossil fuels, excusez-moi, j'ai oublié le terme en français, hydrocarbures, voilà, merci Anna, le prix de différents hydrocarbures, par exemple le prix relatif du gaz naturel par rapport au charbon. Dans les tout premiers travaux qui ont essayé du coup de construire le contrefactuel avant qu'il y ait beaucoup de recul sur le prix de l'EETS, eh bien, ça se faisait essentiellement après par extrapolation de l'avant EETS sur la période ETS. C'est par exemple ce qu'on trouve dans les travaux d'Ellerman-Buchner ou d'Anderson et Di Maria. À partir du moment où on a disposé d'un recul plus important sur le ETS, donc de séries de prix du CO2 plus longues sur le ETS, eh bien, on a pu contrôler en outre le niveau des émissions observées de la tarification du carbone pratiquée via le ETS. Et c'est notamment un travail qui a été fait par un de nos stagiaires l'an dernier, Jérémy Fettera, qui a pu de ce fait mettre à jour en quelque sorte ce type d'approche. Deuxième méthode pour appréhender le contrefactuel, ce qu'on appelle les méthodes d'approche en différence et indifférence, qui exploitent tout particulièrement le fait que pour que des entreprises soient couvertes par le ETS au sein d'un même secteur, eh bien, il faut que les sites qu'elles exploitent dépassent un certain seuil de capacité. Ce qui veut dire qu'on peut très bien avoir des entreprises qui globalement sont de taille comparable, mais l'une avec plutôt de petits sites qui ne seraient du coup pas couverts par l'ETS et d'autres qui auraient juste quelques sites qui, parce qu'ils sont plus gros, seraient couverts par l'ETS. Et donc, c'est comme ça qu'on peut avoir un contrefactuel de ce qui se passe pour les entreprises non couvertes par rapport à ce qui se passe pour les entreprises couvertes. Alors, ce type de méthode, on la trouve par exemple dans un article de Calel et de Chelpret, dont le but initial n'est pas d'analyser l'intensité carbone, mais plutôt l'innovation. Mais il touche un petit peu du doigt cette question-là. Et plus récemment, dans un article de Calel, qui ne porte lui que sur le cas des entreprises britanniques,
là, il y a explicitement une analyse de la dynamique, en tout cas de l'impact de l'ETS sur l'intensité carbone. Et il est d'ailleurs démontré dans l'article de Callel, il met en évidence qu'au moins dans le cas des entreprises britanniques, il n'y a pas eu effectivement de modification drastique de l'intensité carbone. Alors, il y a une autre méthode, au moins, qui est l'estimation directe de la frontière de production par une méthode paramétrique. Alors, il vaut mieux des méthodes paramétriques que non paramétriques, parce que ça évite d'avoir des discontinuités un peu, notamment après la reconstruction des courbes d'abattement marginal. Typiquement, à la chaire économie du climat, hein, c'est ce que l'on a pu mettre en œuvre à partir de données micro sur les entreprises de l'ETS. Notamment, doctorante, nous avons fait une publication disponible en working paper sur le site de la chaire utilisant ce type de méthode. Alors, juste pour vous donner une idée des résultats qu'on peut obtenir, j'ai utilisé ceux qui sont les plus visuels, donc en l'occurrence, ceux que Jérémy Fettera a produits dans le cadre de son travail qu'il a effectué au printemps dernier. Vous avez là le résultat de son travail économétrique. Vous voyez la courbe en un petit peu marron qui donne l'évolution des émissions du contrefactuel. Et donc, on voit que les émissions du contrefactuel ont plutôt eu tendance à baisser tout de même, mais finalement dans des proportions qui ne sont pas forcément… Non, pardon, non, excusez-moi, je me trompe, excusez-moi, je reviens. Ce n'est pas la dynamique des émissions du contrefactuel, c'est directement le niveau d'abattement qu'il a déduit de la comparaison entre les émissions de contrefactuel et les émissions observées. Et donc, on voit que le niveau d'abattement a plutôt eu tendance à baisser, notamment entre, on va dire, 2008 et puis 2016, ce qui n'est pas trop étonnant quand on connaît la dynamique du prix de l'ETS. Finalement, on retrouve cet impact-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en bleu, vous avez ce niveau d'abattement rapporté aux émissions contrefactuelles. Et on voit que finalement, l'effort d'abattement n'est pas si conséquent que ça, puisqu'il est même quasi systématiquement plus faible que 5%, ce qui n'est pas finalement un effort a priori très important. Alors, après avoir donc précisé ces concepts de mesure de la décarbonation d'une économie, ou en tout cas de secteurs couverts par le ETS, j'aimerais maintenant passer dans la deuxième section à la discussion de potentiels effets de seuil et de discontinuité qu'il peut y avoir en fait dans la dynamique de la décarbonation. Alors, notamment dans l'analyse précédente des émissions et de l'abattement des émissions, on a bien vu sur le graphique que finalement, l'abattement résulte d'un glissement progressif le long de la frontière, sans rupture ni changement technologique. On s'est bien déplacé sur une frontière correspondant à une technologie inchangée. Et ça signifie que, en modifiant progressivement la tarification du carbone, effectivement, on se déplace progressivement vers la gauche de cette technologie et on a une baisse des émissions, mais également une baisse de l'intensité carbone. Cette interprétation, cette lecture, elle correspond typiquement à ce que l'on va trouver dans les textbooks d'économie de l'environnement pour notamment, et j'ai déjà évoqué, définir les notions d'abattement, de courbe marginale d'abattement, et donc analyser après le fonctionnement d'un système de quotas échangés. Toutefois, on peut s'attendre aussi à ce qu'au-delà de certains seuils de tarification du CO2, il y ait en fait des effets de rupture qui apparaissent. Alors, comment peuvent apparaître ces effets de rupture? Eh bien, j'identifie pour ma part au moins deux configurations qui peuvent générer de tels effets de rupture et que je vais discuter un petit peu plus en détail parce que ce sont ceux qui, dans la suite de ma discussion, vont jouer un rôle important. Un premier effet de rupture qui est la résorption d'inefficacité technique. Ce qu'on pourrait qualifier à tort, et je vais expliquer juste après pourquoi ce serait une qualification à tort, d'abattement à coût zéro. En fait, cette idée, elle est très proche dans l'esprit de l'hypothèse de Porter, selon laquelle une politique environnementale ambitieuse peut stimuler la productivité des entreprises. On va voir en fait que c'est exactement les mêmes arguments qu'il y a derrière, et donc c'est la même rationalisation
de l'argument que celui qu'on peut trouver dans la littérature sur l'hypothèse de Porter. La deuxième configuration, qui peut-être est une configuration qui va davantage nous intéresser par la suite, c'est le changement technologique. Changement technologique soit par basculement vers une technologie alternative préexistante, mais qui ne serait pas forcément strictement dominante. Je vais préciser ce concept-là par rapport à la technologie que l'on utilise actuellement, soit par un progrès technique orienté, et je vais préciser également en quoi cette notion d'orientation du progrès technique est importante. Donc, je vais commencer par le cas de la résorption des inefficacités en reprenant mon graphique où voilà, je représente la frontière de la technologie existante. Alors que précédemment, j'ai supposé d'emblée que mon entreprise ou les entreprises du secteur étaient bon an mal an sur la frontière, eh bien, dans la réalité, on peut être en deçà de la frontière du fait de l'existence d'inefficience. D'accord ? Et l'idée, c'est que si on résout ces inefficiences, eh bien, on peut avoir toute une combinaison de baisse du niveau des émissions et de hausse du niveau de la production qui correspondrait finalement à un déplacement sur la frontière, mais sur l'arc de la frontière que je représentais ici, en traits plus épais. Et quand on cherche à valoriser cette hausse de la production et cette baisse des émissions, eh bien, on constate que ça va générer un glissement d'une courbe d'ISO revenu initial au point correspondant à la situation avec inefficacité technique, au point en rouge sur la frontière qui va correspondre à un point où on a résorbé toutes les inefficacités. Alors en fait, ici, comme vous voyez que ça correspond en plus à un point, même si ce n'est peut-être pas très bien représenté sur le graphique, mais de tangence entre la droite d'ISO revenu et puis la frontière, on a non seulement résorbé l'efficacité technique, ce que l'on fait en se déplaçant en n'importe quel point qui est sur l'arc un peu épais le long de la frontière, mais en plus, comme on a cette tangence avec la courbe d'ISO revenu, on a en plus résolu des problèmes d'inefficacité allocative. D'accord ? Et on s'aperçoit que le gain, j'ai envie de dire, le gain brut de résorption de ces efficacités est d'autant plus important que la tarification du CO2 est élevée. C'est assez simple à vérifier analytiquement et même à voir sur le graphique, même si je ne vais pas trop détailler ce point-là. Alors, évidemment, on peut se dire, oui, mais si ces inefficacités, si on les résout, c'est si gagnant-gagnant que cela, pourquoi on ne le fait pas? Eh bien, parce que dans la littérature, et c'est là où je rejoins complètement la littérature sur la fameuse hypothèse de Porter, eh bien, c'est que dans la réalité, ces inefficacités, si elles subsistent, c'est parce qu'il y a un coût de détection des inefficacités, il y a un coût informationnel. Il faut en quelque sorte enquêter au sein de l'entreprise pour effectivement identifier les voies, enfin l'existence déjà de ces inefficacités et après les moyens de les résorber. Et ce coût, finalement, c'est un coût essentiellement fixe parce qu'on ne sait pas d'avance quel est le niveau des réductions des émissions et d'accroissement de la production qu'on peut atteindre. Et donc, le coût que l'on va consentir pour résoudre ça est indépendant, finalement, du résultat qu'on va obtenir. Donc, ça veut dire qu'au gain qui est dépendant de la tarification, il faut soustraire en fait un coût fixe de résorption. Et c'est là où plus la tarification du carbone va être élevée, plus le gain espéré de la résorption de ces inefficacités va être élevé et va donc justifier de subir le coût fixe de correction de ces inégalités. Et donc, on voit qu'on va se lancer dans ces efforts-là que lorsque la tarification du carbone aura atteint un certain seuil. Alors, imaginons que, effectivement, sur mon graphique, la tarification ait permis d'atteindre ce seuil-là. On va basculer de la situation avec inefficacité et donc à une intensité carbone qui correspond à l'inverse de la pente du rayon en trait continu vert. À un point, on aura résorbé les efficacités, qui est le point en rouge sur la frontière, et on voit que la pente du rayon augmentant, l'intensité carbone a brutalement diminué parce que tout d'un coup, effectivement, on a franchi un seuil de tarification suffisamment incitatif pour résorber les inefficacités.
Et donc, typiquement, on voit que là, on peut voir apparaître une discontinuité dans le niveau de décarbonation de notre entreprise ou de notre secteur. Oui. Juste une question de clarification là, sur le cadre. Donc là, on reste sur la même frontière de fonction de production. Tout à fait, oui. Donc, l'idée, c'est de dire qu'il y a des frictions qui font que on ne capte pas tous les gains en fait, exactement. De décarbonation. Exactement. Et la littérature la plus, je dirais, la plus construite du point de vue microéconomique pour expliquer ça, effectivement, s'appuie sur des asymétries informationnelles, par exemple, ou même des questions de relations entre managers et actionnaires d'entreprise avec des intérêts divergents. C'était voilà. Justement des points aussi où je voulais venir, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a une sorte de statut de l'abattement ou de l'émission, enfin, comment on veut le tourner, qui est très similaire avec vraiment le capital ou le travail, donc qu'il peut y avoir également ce même genre d'empêchement de fluidité dans le… Tout à fait, oui, tout à fait, oui, oui. C'est ce qui est quand même très différent, c'est-à-dire la nature un peu de cette friction. Alors, on peut bien la comprendre quand il s'agit justement des relations managériales, par exemple, mais c'est un peu plus difficile de voir en tant que mécanisme direct comment cela va engendrer une sorte d'inefficacité dans les niveaux d'émission. C'est une question. C'est une question, en fait. Enfin, c'est plus une remarque qu'une question. C'est-à-dire que jusqu'où cette analogie est appropriée en particulier pour les émissions, qui restent quand même une externalité. Enfin, Oui, alors, ça ne répond pas forcément directement à ta question, mais il y a des travaux empiriques qui ont été menés, par exemple, à base d'enquête auprès des entreprises qui mettent en lumière quand même ces questions d'organisation de sa entreprise et d'impact que ça peut avoir sur, effectivement, la résorption de l'inefficacité environnementale. Alors, je pense notamment à un article qui analysait les conséquences entre de l'allocation gratuite des quotas et l'allocation aux enchères. Ce n'est pas notre question tout à fait ici, mais quand même, ce qui était normalement, du point de vue théorique, c'est la fameuse propriété mise en évidence à partir des travaux de cause, c'est que normalement, il y a neutralité. Il y a neutralité. Et dans la pratique, l'enquête a mis en évidence que ce n'était pas neutre. Et ce qui est intéressant, c'est que cette enquête de terrain met en évidence qu'à partir du moment où, tant que, plus exactement, on a un système d'allocation gratuite, la question de gérer cette question au sein de l'entreprise relève, grosso modo, du département développement durable. À partir du moment où on bascule sur une mise aux enchères, les enjeux financiers deviennent importants, et donc, il mettait en évidence, en tout cas ces entreprises enquêtées, que la compétence va glisser du département développement durable au département finance. Et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il y a beaucoup plus de cost killers dans ce département-là que dans le département de développement durable, et qu'on s'aperçoit que du coup, il y a un niveau d'efficacité environnementale, on gagne en efficacité environnementale. Donc, quelque part, on va davantage chercher des efficacités environnementales parce qu'on est plus dans une logique, effectivement, de cost killing. Donc, à la fin, l'idée, c'est de dire à quel point, justement, les prix de cette externalité est vraiment un driver de stratégie d'abattement. C'est la question qui est à la base de ces inefficacités. Parce que ce que tu veux dire, c'est que quand c'est gratuit, c'est moins perçu, c'est moins internalisé, enfin de façon moins efficace. Tant que s'il devient véritablement pour les rôles qu'un prix carbone doit avoir. Une charge financière importante. Une charge financière et l'internalisation de l'externalité. Et donc la charge financière, c'est le produit de deux choses. La base sur laquelle on paye. Donc effectivement, lorsqu'on bascule d'une allocation gratuite à une allocation aux enchères, la base augmente significativement. Ou alors, à base inchangée, le niveau du prix.
Ensuite, une autre configuration, on peut avoir ces effets de finalement discontinuité dans la décarbonation et dans la dynamique de l'intensité carbone. C'est celui où il y aurait le basculement sur une technologie préexistante, mais sans domination stricte. Donc, en termes d'économie d'innovation, c'est le problème finalement d'adoption d'une technologie qu'on considère comme potentiellement plus intéressant du point de vue environnemental, mais à quelles conditions économiques, effectivement, on va adopter cette technologie. Donc là, j'ai repris une fois de plus la logique de ce type de graphique, avec en noir la technologie sur laquelle on serait initialement, et puis en marron, une technologie alternative pour laquelle il n'y a pas une stricte dominance, puisqu'on voit que pour certains niveaux d'output, finalement, il vaut mieux utiliser l'ancienne technologie que cette technologie alternative, mais il y a d'autres niveaux d'output où, intrinsèquement, la technologie alternative est plus intéressante. Alors, l'idée, c'est que si la tarification du CO2, par exemple, sur mon exemple graphique, que j'ai évidemment conçu exprès pour illustrer ça, si la tarification du CO2 est relativement faible, ça veut dire que nos courbes d'iso-revenus, là, elles vont être relativement peu pentues, et l'entreprise va considérer qu'elle maximise son revenu à un temps donné en se positionnant dans le point en rouge, dont vous voyez qu'effectivement, il conduit à un niveau de revenu qu'on ne peut pas atteindre avec la technologie alternative. Par contre, si la tarification du carbone est beaucoup plus élevée, donc si on a des courbes d'ISO revenus beaucoup plus pentues, eh bien, on voit que la logique de maximisation du revenu à un temps donné par l'entreprise va la conduire à un autre point en rouge qui, cette fois-ci, lui, est situé sur la technologie, la frontière décrivant la technologie alternative. Le point le plus intéressant, c'est qu'à finalement, on voit qu'entre ces deux points en rouge, par exemple, il y a à un moment donné un niveau de tarification du CO2 où on va se trouver sur une situation où on va être juste indifférent entre les deux technologies. C'est les deux points verts que j'ai représentés. Et ça va représenter finalement, ça va permettre de détecter un seuil de prix en deçà duquel on est sur la technologie initiale, avec un niveau d'émission relativement élevé, et au-delà duquel on va basculer sur le point vert qu'il y a à gauche, voire plus à gauche encore que ce point vert, avec la technologie alternative. Et donc, on voit qu'avec une très faible variation du prix, on va basculer du point vert à droite vers le point vert à gauche, et donc on va avoir une sorte de discontinuité dans l'évolution des émissions, avec une baisse soudaine et relativement importante du niveau des émissions. Et cela va se retrouver dans la baisse de l'intensité carbone, parce qu'à nouveau, on voit que la pente du rayon va brusquement augmenter, ce qui fait que l'intensité carbone, elle, va brutalement baisser. Donc, typiquement, ici, l'illustration d'un effet de seuil qui va faire basculer effectivement vers des technologies plus intéressantes du point de vue environnemental et préexistantes. On peut également avoir une histoire en quelque sorte relativement comparable avec des effets de seuil de prix, mais cette fois-ci en considérant des technologies qui n'existent pas encore nécessairement. Donc, reprenons une technologie initiale que je représente ici en noir, et disons-nous que, par exemple, par un processus de recherche et développement, donc par un coût fixe, par exemple, de R&D, on peut envisager de développer deux technologies alternatives, l'une en marron, qui serait une technologie finalement pas forcément trop intéressante du point de vue environnemental, on va voir pourquoi, et une autre technologie qui serait la technologie en bleu, qui du point de vue environnemental sera un peu plus intéressante. Supposons qu'on ait initialement, considérons en tout cas une configuration où la tarification du carbone n'est pas trop contraignante, c'est-à-dire donc la pente d'iso-revenu est relativement faible. Ce qui veut dire qu'on est initialement, sur la technologie initiale, on est à un point qui finalement n'est pas très éloigné de la situation caractérisant la situation nécessaire. Le sens dans lequel on est incité à modifier la technologie et à innover en matière technologique, c'est le sens qui va dans l'augmentation la plus immédiate de la courbe d'iso-revenu qui correspond à la flèche épaisse là, que j'ai représentée. On va chercher à déplacer la courbe d'iso-revenu dans ce sens. Et on voit que donc, si on raisonne sur d'autres courbes d'iso-revenu de même pente, eh bien,
la courbe d'iso-revenu la plus élevée, on va l'obtenir avec la technologie alternative en marron et non pas celle en bleu. Parce qu'on voit qu'effectivement, on atteint sur le point, là, sur celle en marron, on atteint un niveau d'iso-revenu qu'on ne peut pas atteindre sur la courbe en bleu qui est strictement en dessous. Considérons, alors, excusez-moi, avant de passer à l'autre cas, vous voyez que dans ce cas-là, le niveau des émissions va très faiblement être impacté. Dans mon exemple graphique, il est même impacté dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on a une très légère augmentation après un changement du carbone, on a une très légère augmentation des émissions, alors que la tarification du carbone n'a pas changé, je répète. Et en termes d'intensité carbone, on a certes une petite baisse de l'intensité carbone, mais elle n'est pas de grande ampleur. À l'inverse, si, reprenons exactement les mêmes technologies, donc en considérant qu'à l'issue du processus de R&D, notamment, on peut atteindre l'une ou l'autre des deux technologies en marron ou en bleu. Eh bien, si on a initialement une tarification du carbone plus élevée, donc ça veut dire qu'initialement, avec la technologie initiale, on est déjà avec un niveau d'émission beaucoup plus réduit par rapport à la situation de laisser faire et des courbes d'iso-revenu qui sont beaucoup plus pentues. Et à nouveau, quand on cherche à voir dans quel sens finalement, on cherche à déplacer cette courbe d'iso-revenu grâce à l'effort de R&D, on voit que pour une même tarification du carbone, cette fois-ci, c'est avec la technologie en bleu qu'on va atteindre le niveau d'iso-revenu le plus élevé. Vous voyez que la courbe en marron, la technologie en marron, elle reste strictement en dessous de ce qu'on obtient là sur le nouveau point en bleu. En termes d'émissions, on voit que cette fois-ci, on a bien une baisse des émissions, donc ça va dans le bon sens. Et en outre, on s'aperçoit que la pente du rayon en vert change plus fortement et donc notamment, on a une décarbonation, une baisse de l'intensité carbone plus importante. Donc, vous voyez là à nouveau que qu'est-ce qui fait qu'on va préférer l'une ou l'autre des technologies. Alors, je n'ai pas fait le cas finalement qui montre qu'à un moment donné, on a effectivement un seuil de prix où on va être indifférent entre la technologie en marron ou celle en bleu, mais il va se passer à peu près la même chose que ce que j'ai raconté dans le cas de l'adoption d'une technologie préexistante, c'est qu'on va avoir un seuil de prix où tout d'un coup, on va préférer investir plutôt dans le développement de la technologie en bleu plutôt que dans celui de la technologie en marron. Et quand cette technologie devient disponible, eh bien, on a un effet effectivement de discontinuité dans l'évolution des émissions et de l'intensité carbone. Alors, tous ces effets de seuil, pour l'instant, je les ai analysés d'une manière purement statique, d'accord ? Mais évidemment, il est important de glisser ensuite, et c'est très important en termes d'implication pour la politique économique et la régulation de l'UTS, de glisser vers un cadre dynamique. Alors, ce cadre dynamique, il faut bien comprendre aussi qu'il se justifie, et en tout cas, il a replacé dans le contexte de la notion de budget carbone que l'on a. Alors, je remonte un petit peu loin pour expliquer ce concept de budget carbone, mais je pense que c'est très important de bien comprendre la logique qu'il y a derrière. Vous savez sans doute que le GIEC insiste sur l'existence de points de rupture, c'est-à-dire de tipping point en anglais, qui, en matière de réchauffement climatique. Savoir que si on dépasse un certain niveau de concentration de gaz à effet de serre d'origine anthropique, et donc on dépasse un certain supplément de réchauffement climatique par rapport à la période courante, eh bien, on va avoir une rupture dans les risques liés au changement climatique, dans par exemple la fréquence et l'intensité de phénomènes météorologiques extrêmes et ainsi de suite. Et classiquement, on considère que les plus de degrés de réchauffement correspondent à un tel point de rupture, voire que même ce serait peut-être plutôt à 1,5 degré. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on part de ce nombre de degrés supplémentaires, on en déduit la concentration maximale de gaz à effet de serre d'origine anthropique que l'on peut avoir, et donc combien de carbone on peut encore, entre guillemets, se permettre de rejeter dans l'atmosphère avant d'atteindre ces effets catastrophiques. Donc, l'idée implicite, si on schématise un peu à l'extrême,
ce serait presque, je précise bien que c'est une schématisation, hein, et c'est que tant qu'on n'a pas atteint ce point de rupture, bah, finalement, les dommages sont quasiment non significatifs. D'accord. Mais que, par contre, il ne faut surtout pas franchir ce seuil, parce qu'après, les dommages sont extrêmes. D'accord. Et ça, c'est lourd de conséquences, hein, puisque c'est ce qui sous-tend la logique du budget carbone qu'on ne doit pas dépasser. Alors, je suis allé vérifier, a priori, dans les travaux du GIEC, en 2020, notre budget carbone au niveau mondial est estimé à environ 500 milliards de tonnes équivalent CO2. Donc, grosso modo, à 10 ans d'émissions au rythme annuel actuel. Et cette logique du budget carbone, elle sous-tend que pour un système de marché de quotas, donc notamment pour le ETS, eh bien, en plus de la flexibilité spatiale, on peut s'autoriser une flexibilité temporelle dans le fonctionnement du marché. Alors, je précise ces deux concepts, hein. La flexibilité spatiale, c'est finalement la flexibilité usuelle que l'on met en exergue pour justifier d'autoriser l'échange de quotas sur un tel système de régulation par les quantités, à savoir qu'on a intérêt à cap global sur les entreprises inchangé, à autoriser les entreprises qui bénéficieraient d'un coût marginal d'abattement plus faible à effectivement diminuer encore plus leurs émissions, avec pour contrepartie le transfert avec contrepartie monétaire des quotas correspondants vers les entreprises qui auraient des coûts marginaux d'abattement plus élevés jusqu'à l'égalisation des coûts marginaux d'abattement. Et on sait que c'est ce niveau d'égalisation qui va correspondre également au prix qui va émerger sur un tel système de quotas échangés. Donc ça, c'est l'approche statique classique où, effectivement, alors pourquoi flexibilité spatiale? Parce qu'on a différents sites dans l'espace et on a intérêt à permettre à ces différents sites de s'échanger les quotas. La flexibilité temporelle, elle renvoie à l'idée que dès lors qu'on est sur une logique de budget carbone, en schématisant une fois de plus à l'extrême, peu importe finalement comment on répartit les émissions entre aujourd'hui et demain, tant que demain, on n'a pas dépassé le fameux point de rupture. Donc, finalement, on peut laisser le libre choix aux entreprises dans la répartition de leur effort d'abattement entre aujourd'hui et demain, dès lors qu'elles ne dépassent pas le cap qu'on leur impose sur l'ensemble, finalement, de la période de temps sur laquelle on va raisonner. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la flexibilité temporelle. Elle renvoie à l'idée qu'on laisse la possibilité aux entreprises régulées d'un arbitrage intertemporel. Or, en économie, dès lors qu'il y a un arbitrage intertemporel, eh bien, évidemment, on sait que du coup, il va y avoir un rôle central des anticipations des acteurs dans la réalisation de cet arbitrage. Donc, dans le cas d'un ETS, ça signifie que les décisions d'abattement et donc aussi en ricochet, le prix dans le présent dépendent étroitement des anticipations des acteurs de ce qui va se passer dans le futur. Et c'est là où, effectivement, il faut être bien conscient du rôle de ces anticipations et de ses conséquences, finalement, en termes de régulation et de manière de concevoir la politique climatique de manière plus générale. Alors, j'ai essayé d'illustrer de manière très intuitive ce rôle des anticipations en représentant graphiquement finalement ce qui peut se passer à travers le temps. D'une part, en termes d'émissions, notamment les émissions de laisser-faire, les baseline emissions, et d'autre part, sur le graphique du haut, en termes de budget carbone. Le budget carbone, hein, il est inchangé entre le présent et le futur, au sens où on sait que, quel que soit le moment, finalement, on ne doit pas dépasser ce fameux seuil de rupture. Concernant les émissions, eh bien, les baseline emissions, elles peuvent évoluer entre ce qu'elles sont aujourd'hui dans le présent et ce qu'elles peuvent être dans le futur. Parce qu'il peut y avoir des chocs conjoncturels. Ces chocs peuvent être à la baisse. On l'a vu notamment à la suite de la crise de 2008. Hein, on a pu évaluer que finalement les émissions de CFR avaient baissé à cause de la crise économique. Inversement, rien ne dit qu'il ne peut pas y avoir des chocs à la hausse liés à des chocs conjoncturels qui iraient dans l'autre sens. D'accord ? Dans le cas où on a choc plutôt à la baisse, eh bien, le coût d'abattement finalement sera relativement plus faible,
C'est bon an, mal an ce qui s'est produit à la suite de la crise des subprimes en 2008 sur le TS. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans ce que j'ai montré sur les estimations de l'effort d'abattement qu'avait pu estimer, par exemple, Jérémy Ferreira dans le cadre de son travail à la chaire, et bien, finalement, l'effort d'abattement était relativement faible parce que les baselines avaient fortement diminué. Mais inversement, s'il y a un choc conjoncturel très fort, eh bien, les coûts d'abattement sont élevés. Alors ici, je parle de choc conjoncturel, mais ça peut être un choc régulatoire. Et ça peut être un mélange des deux. D'accord ? Ça peut être des chocs régulatoires que l'on peut justifier sur les bases scientifiques. Si par exemple, on s'aperçoit que ce n'est pas le réchauffement de 2 degrés qui est le tipping point, c'est le réchauffement de 1,5 degré. Que les scientifiques nous disent non, attention, c'est vraiment le seuil d'1,5 degré qu'il faut respecter. Eh bien, on va avoir un choc parce qu'il va falloir ajuster le budget carbone, ce que je n'ai pas représenté ici, mais évidemment, ça va se traduire sur un coût d'abattement plus élevé pour les entreprises. Donc, ce serait le cas en rouge. Mais ça peut être également un choc régulatoire, c'est-à-dire le fait que finalement, les politiques changent un peu de braquet dans leur conception de la politique environnementale, deviennent par exemple plus laxistes, et à ce moment-là, on aura un choc qui correspondrait plutôt au vert. On va voir que donc la possibilité que ce soit un choc régulatoire n'est pas est assez intéressante après dans l'analyse de la politique. Le point important, c'est que pour définir les niveaux d'abattement, et donc combien on va prendre à court terme sur le budget carbone dans le présent, eh bien, les acteurs économiques vont formuler des anticipations sur lesquelles ils vont se baser pour faire leur arbitrage intertemporel. Donc, ces anticipations, ce sont elles qui vont définir combien, effectivement, on va prendre sur le budget carbone dans le présent. Et ce qu'on aura pris dans le présent, évidemment, on ne va pas le récupérer dans le futur. Donc, c'est autant de moins qu'on aura dans le futur. Et puis, une fois qu'on aura prélevé ça dans le présent, eh bien, selon l'événement ou les événements qui se produiront dans le futur, eh bien, on sera amené effectivement à consommer entre guillemets le reste du budget de carbone, mais avec un coût d'abattement, des conditions de coût donc et d'effort qui seront différentes selon le scénario qui va se réaliser. Mais en fait, le scénario qui va se réaliser dans le futur, l'anticipation qu'on en fait, ou en tout cas la perception qu'on en fait, y compris probabilisée, c'est elle qui va influencer les décisions d'abattement dans le présent et donc aussi combien on va prélever sur le budget carbone dans le présent. Alors, pourquoi j'insiste tant sur le rôle de ces anticipations et sur le fait que finalement, il peut y avoir une évolution, une dynamique en partie incertaine des baselines? Eh bien, parce que lorsque l'on croise ça avec le fait que les changements technologiques sont souvent irréversibles, ça peut permettre de comprendre des phénomènes d'attentisme dans les décisions de décarbonation et de basculement vers des technologies environnementalement plus performantes. Alors, l'irréversibilité de ces changements technologiques, ils peuvent être facilités ou favorisés par toute une série de choses qui sont relativement bien documentées en économie, qui sont la spécificité des actifs et ou des asymétries d'information, par exemple, sur le marché d'occasion de ces actifs, les fameux phénomènes, par exemple, de sélection contraire. Alors, la spécificité des actifs, imaginez par exemple que vous décarboniez votre technologie dans le secteur du ciment en basculant vers un système de production de ciment vert. Donc, vous changez complètement votre outil industriel. Ça veut dire que vous avez subi un coût irrécouvrable pour le faire. Si tout d'un coup, vous dites non, ce n'est pas ça que je devrais faire, je veux revenir en arrière, parce que, par exemple, les conditions économiques ne sont plus favorables, vous ne pouvez plus le faire, parce que tous les producteurs de ciment sont face à la même conjoncture. Donc, ils ont les mêmes intérêts que vous. Donc, personne ne voudra récupérer ce type d'infrastructure. Donc, effectivement, il y a une irréversibilité dans la réalisation de ces investissements. Alors, j'ai essayé d'illustrer un petit peu ça également sur un graphique très intuitif, mais s'il n'y avait pas d'irréversibilité, d'après ce que j'ai raconté précédemment sur mes effets de seuil, il y a un certain niveau de prix du CO2 au-delà duquel on déciderait effectivement de faire la bascule vers ces technologies plus décarbonées. Donc, c'est ce qui se passe ici à un moment donné, au moment où ma courbe du prix du CO2 franchit mon seuil sans irréversibilité. S'il n'y a pas d'irréversibilité, je peux m'arrêter là dans le raisonnement en me disant, si jamais après j'ai des évolutions contrastées, si par exemple j'ai l'évolution en rouge qui se produit, ce n'est pas grave, parce que si je n'ai pas d'irréversibilité, je peux toujours revenir en arrière.
Je peux, entre guillemets, récupérer ce que j'ai investi dans ma technologie environnementalement plus performante et puis faire autre chose avec ça. D'accord. Et puis, si c'est l'évolution en jaune ou en vert, eh ben, je n'ai pas de regret, effectivement. Je continue bien avec mon investissement dans une solution moins carbonée. Le problème, quand il y a irréversibilité, par contre, de mon investissement, c'est que dans le cas en rouge, je vais clairement regretter ma décision. Je vais me dire, je n'aurais pas dû faire ça. Et le problème, c'est que je ne peux pas revenir en arrière. D'accord. Dans le cas en vert, je n'ai pas de raison de le regretter. Dans le cas en jaune, c'est peut-être plus incertain pour une raison que vous allez comprendre. La raison, c'est que dès lors que j'ai des réversibilités, que je ne peux pas revenir en arrière, eh bien, je vais prendre en quelque sorte une marge de sécurité dans ma décision. Je vais notamment ajouter au seuil qu'il y a sans irréversibilité une sorte de prime d'irréversibilité. Alors, comment se calcule cette prime d'irréversibilité? Je ne peux pas ici le détailler, mais la théorie économique a développé effectivement des moyens de calculer cette prime d'irréversibilité, et c'est notamment toute la théorie dite des options réelles qui permet de le faire. Et on met en évidence que le seuil de décision, c'est un seuil plus élevé que j'ai représenté ici. C'est là où vous comprenez mon scénario en jaune, c'est qu'à partir du moment où, en présence d'irréversibilité et d'incertitude sur finalement le contexte et l'évolution du contexte de mon investissement bas carbone, eh bien, dans le cas en jaune, en fait, je ne réaliserai pas mon investissement bas carbone parce que voilà, dans la trajectoire en jaune, je ne dépasse pas finalement mon seuil de sécurité, ma marge de sécurité qui intègre la prime d'irréversibilité. Ce n'est que dans le cas en vert où effectivement, je vais à un moment donné franchir ce seuil et je vais prendre la décision d'investir dans ma solution moins carbonée. Donc, vous voyez que finalement, la combinaison de l'incertitude, qui joue un rôle fondamental du fait de la dynamique intrinsèque qu'il y a dans l'ETS et du rôle des anticipations, fait que on va moins facilement, effectivement, basculer vers les technologies environnementalement performantes et on va même avoir une forme d'attentisme dans la réalisation de ces investissements. Le but d'une politique environnementale et donc notamment de la régulation de l'ETS, ça doit être de limiter du coup l'incertitude, de favoriser une bonne visibilité sur la dynamique du prix du CO2. C'est là où on comprend un petit peu, j'y reviendrai à la fin de ma présentation, tout le paradoxe qu'il y a un petit peu dans le débat de la régulation de l'UTS. Est-ce que l'UTS fondamentalement est une régulation par les quantités et le prix n'est qu'une résultante? Donc on ne doit pas se soucier, enfin à première vue, on ne doit pas se soucier de la dynamique du prix dès lors que l'objectif de quantité est satisfait. Et pourtant, on a de cesse de s'inquiéter de la dynamique du prix, d'essayer de définir des prix planchers ou de définir des couloirs d'évolution du prix de l'ETS, ce qui à première vue peut paraître complètement en contradiction avec le fait que c'est une régulation intrinsèquement par les quantités. Mais l'argument qui est avancé, quand on essaie finalement de combiner finalement ce contrôle du prix alors que c'est un instrument de régulation par les quantités, c'est précisément cet argument qui consiste à dire, bah oui, mais si le prix fluctue trop, s'il peut être trop bas, eh ben, ça n'incite pas effectivement aux investissements bas carbone. Donc on est bien dans la logique, on se dit, ça ne suffit pas pour induire effectivement la décarbonation que l'on a en tête, la vraie décarbonation, c'est-à-dire le changement de technologie. D'accord ? Alors, tout ceci m'amène à discuter maintenant un petit peu de problèmes plus intrinsèques à la régulation de l'ETS et à mettre le doigt sur un problème qui finalement est bien connu des économistes, mais qui n'a pas tant que ça finalement été décliné dans le cadre de la régulation de l'ETS. C'est le problème de l'incohérence temporelle. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept-là, parce que peut-être qu'effectivement, vous ne l'avez pas forcément manipulé, ou alors, notamment pour les étudiants, c'est peut-être, nos doctorants, c'est peut-être un vieux souvenir de cours ancien, plutôt de macroéconomie du reste, parce que, alors, il existe dans les deux, à la fois en macro, en micro, mais c'est quand même un incontournable en macroéconomie. J'essaie de définir ici, de manière assez sommaire, ce concept-là, en disant que l'incohérence temporelle dans une politique économique apparaît quand il est tentant pour le décideur public de changer sa politique
une fois que celle-ci a porté ses effets et d'arbitrer en faveur d'autres objectifs. D'accord ? Et donc, cette possibilité va générer une incertitude de la part des agents économiques. Alors, il y a certains modèles qui vont considérer qu'on est certain qu'il va y avoir cette incohérence temporelle. Et il y en a d'autres, notamment ceux justement les quelques travaux qui essaient de la prendre en compte dans l'analyse de la régulation de l'ETS, qui vont plutôt l'appréhender comme quelque chose d'un peu incertain. Il y a un risque effectivement, il y ait une incohérence temporelle à un moment donné. D'accord ? Et cette incohérence temporelle, elle prend toute son importance par rapport à l'objectif de décarbonation des secteurs couverts par l'ETS, lorsque, en outre, il y a une diversité physique ou économique dans les décisions des agents, et notamment dans les décisions d'investissement dans les technologies bas carbone. C'est là où vous voyez que cette question d'incohérence temporelle, elle se place bien en continuité de ce que j'ai dit sur les effets de seuil, sur mes problèmes d'options réelles et d'attentisme lorsque il y a une trop grande incertitude sur la dynamique du prix. Alors, j'ai essayé d'aller un tout petit peu plus loin pour vous donner l'intuition de pourquoi cette incohérence temporelle, en l'illustrant dans un des exemples d'application, qui est l'incohérence temporelle en matière de fiscalité, avec l'idée que derrière la fiscalité, il y a quand même éventuellement, potentiellement, de la fiscalité carbone aussi, d'accord ? Même si là, dans mon exemple, je n'ai pas forcément contextualisé par rapport à la fiscalité carbone. L'idée, c'est que vous avez initialement une juridiction. Alors, ça s'applique notamment ici à la fiscalité locale, parce que ça peut être donc des autorités publiques locales qui, initialement, ont peu de base fiscale dans les limites géographiques de leur juridiction, et qui ont des grands projets pour leur juridiction, mais il faut les financer, et donc elles ont besoin d'attirer ce qu'on appelle des bases fiscales. Donc ici, j'ai pris l'exemple plutôt d'une taxation des entreprises, mais ça peut s'appliquer également à des ménages. Mais pour essayer d'attirer de nouvelles entreprises au sein de sa juridiction, eh bien, l'autorité publique locale ici peut décider de baisser les impôts locaux pour attirer des entreprises qui, pour l'instant, ne sont pas dans le périmètre géographique de la juridiction en question. D'accord ? Donc, en baissant les impôts, on peut espérer qu'au bout d'un certain temps, effectivement, de nouvelles entreprises viennent s'installer à l'intérieur de la juridiction. Mais éventuellement, cette installation a un caractère éventuellement irréversible, au sens où, une fois qu'on a construit une usine dans une localité, ça peut être très coûteux de déconstruire et déplacer l'usine. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'elle a attiré ses bases fiscales, l'autorité publique locale, elle est tentée d'augmenter le taux de la fiscalité locale, en se disant, voilà, mes entreprises, maintenant, elles sont un petit peu piégées, elles ne peuvent pas repartir, en tout cas pas à court terme, donc je peux les taxer de manière beaucoup plus élevée. Et voilà, de cette manière-là, vous voyez qu'il y a une incohérence temporelle, au sens où, dans un premier temps, on a un discours de baisse de la fiscalité locale, mais en fait, on sait très bien que dans un second temps, il va y avoir au contraire un retour de bâton et une hausse de la fiscalité locale. D'accord ? Alors, le problème pour la juridiction ici, pour le décideur public, c'est que bon, ça peut marcher une fois, ça peut peut-être marcher 2 fois, ça ne va pas marcher 10 fois. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, effectivement, les acteurs économiques, ils font attention et formulent des anticipations. Ils réfléchissent aussi à quelle peut être la stratégie du décideur public ou du régulateur public, dans le cadre, par exemple, de l'ETS. Et s'ils anticipent effectivement ce problème d'incohérence temporelle, ils vont l'intégrer dans leurs décisions. Et donc, vous voyez qu'ici, mes entreprises qui n'étaient pas initialement dans la juridiction, en dépit de la baisse de la fiscalité locale, elles ne vont pas pour autant décider de s'installer dans cette juridiction, parce qu'elles savent qu'il y a un piège, et donc, effectivement, la logique de baisse des impôts locaux pour attirer une nouvelle base fiscale ne va pas fonctionner. Donc, vous voyez que cette incohérence temporelle, elle peut casser l'efficience de la politique du régulateur public ou de l'autorité publique. Alors, l'incohérence temporelle en matière fiscale, donc comme j'ai déjà mentionné, elle peut s'appliquer à la tarification des pollutions et donc aussi, notamment, à la tarification du CO2. Notamment parce que dès lors que la tarification va générer des recettes, par exemple parce que c'est une taxe pigouvienne, ou parce que c'est un ETS avec une allocation aux enchères, donc notez bien que ce problème d'incohérence temporelle va davantage se poser
lorsqu'on a un système d'allocation aux enchères que quand on a un système d'allocation gratuite, et que ces recettes, elles servent à financer d'autres politiques, par exemple des politiques à but redistributif. Mais il peut être tentant qu'une fois les investissements bas carbone effectués par les entreprises avec une définition de la tarification du carbone qui paraît à première vue cohérente avec la politique environnementale, on se dise, ben voilà, maintenant les entreprises, OK, elles ont décarboné leur système de production, donc normalement on émet moins et il serait logique que la fiscalité du carbone baisse si effectivement il y a des effets, on observe la baisse des dommages, etc. Oui, mais le décideur public, il a peut-être intérêt en fait ensuite à instrumentaliser cette tarification du carbone pour au contraire dire non, non, je vais resserrer les objectifs environnementaux pour juste en fait maintenir un niveau de recettes fiscales pour continuer à financer les politiques publiques qui étaient financées par ce moyen. Et vous voyez à ce moment-là apparaître un phénomène effectivement d'incohérence temporelle dans la politique climatique. Parce que le régulateur, lui, a différents objectifs à la fois. Alors, ça peut en fait jouer dans l'autre sens. C'est-à-dire là, j'ai détaillé un exemple où le régulateur peut être incité à maintenir finalement des prix ou une tarification élevée pour continuer à avoir des recettes et utiliser ces recettes à d'autres buts que des buts environnementaux. Mais inversement, quand par exemple il y a des enjeux de compétitivité par rapport à la concurrence étrangère, l'incohérence temporelle peut jouer dans l'autre sens. C'est-à-dire elle va au contraire se traduire par un relâchement des exigences environnementales une fois que les entreprises auraient effectivement investi dans les solutions décarbonées. D'accord ? Et peut-être qu'à ce moment-là, alors évidemment, si elles investissent dans des solutions décarbonées, normalement, on peut s'attendre à ce que les émissions baissent et que effectivement, ça justifie du point de vue environnemental éventuellement de baisser un peu la tarification de la pollution. Mais il se peut que, en fait, le régulateur aille au-delà de ce que imposerait la politique environnementale en termes de diminution de la tarification, parce que le régulateur va se dire, oui, maintenant, je vais essayer au contraire de favoriser la compétitivité de mes entreprises, éventuellement essayer de maintenir l'emploi chez moi et donc limiter effectivement ces problèmes de concurrence avec ce qu'il y a hors de mes frontières et donc baisser au-delà de ce que dirait la politique environnementale, la fiscalité sur la pollution. Alors, pourquoi j'insiste sur ces problèmes d'incohérence temporelle? Parce que, à mon sens, nous avons failli avoir un exemple typique d'incohérence temporelle lié à un mécanisme qui est propre à l'ETS, donc notamment qui est extrêmement lié au fonctionnement de la Market Stability Reserve, la MSR. Alors, pour bien le comprendre, je me suis permis sur cette diapositive dans un premier temps de rappeler le principe de la MSR et notamment aussi de rappeler la lecture que la Commission européenne a elle-même de la MSR pour montrer qu'une des politiques qui avait été envisagée est l'exemple typique d'un problème d'incohérence temporelle. Donc, vous savez que la MSR, elle consiste à ajuster le nombre de quotas mis aux enchères en fonction de la quantité totale de quotas qui est en circulation, ce qu'on appelle dans le jargon de la DG Climat le Total Number of Allowances in Circulation, donc avec l'acronyme TENAC. L'idée, je ne vais pas chercher à l'argumenter, mais c'est de stabiliser et soutenir le prix du carbone. C'est ça l'objectif de la MSR. Donc le TENAC, il est publié chaque 15 mai de chaque année, enfin donc le 15 mai pardon, de chaque année, donc il y a une volonté d'affichage. Si ce TENAC dépasse un certain plafond, à ce moment-là, il y a un pourcentage de quotas qui était pris aux enchères, qui n'est pas mis aux enchères, mais qui est placé dans cette fameuse réserve. Inversement, si on est en deçà d'un certain plancher, au contraire, il y a une certaine quantité de quotas qui est ressortie de la réserve pour être vendue aux enchères. Et puis, il y a un autre mécanisme qui consiste à ce que l'excès de quotas dans la réserve par rapport au volume total des enchères de l'année précédente est définitivement retiré ou invalidé. D'accord ? Alors, je ne vais pas discuter de quels sont les effets réels, etc., de la MSR, mais l'idée clé, c'est que vous voyez qu'ici, le fonctionnement de MSR est défini sur des règles, fonctionne sur la base de règles prédéfinies, avec un affichage explicite de son fonctionnement,
des chiffres sur le pourcentage de quotas qui va être retiré ou pas, des seuils de déclenchement, une publication du TENAC, etc. Et quand on va voir un petit peu sur les documents de présentation de la Commission européenne de cette EMSR, il est explicitement écrit, alors je suis désolé, la traduction est de moi, parce qu'à la base je l'ai vu en anglais, mais pas en français, hein, que la MSR était, alors j'aurais dû mettre un E du reste, basée sur des règles prédéfinies, ne laissant aucune discrétion à la Commission ou aux États membres dans sa mise en œuvre. Donc on voit clairement que l'idée pour la Commission européenne est qu'il n'y ait pas d'utilisation discrétionnaire de cet instrument. D'accord ? D'où le fait d'avoir cet automatisme. Alors, on peut le critiquer par ailleurs, l'automatisme, hein, parce que peut-être qu'effectivement, il ne permet pas de s'adapter à des chocs auxquels on n'aurait pas pensé dans le cadre de la MSR. Et j'y reviendrai d'ailleurs dans ma discussion par la suite. Alors, est-ce que la MSR a fonctionné ou pas? Je vais juste me contenter d'un argument qui vaut ce qu'il vaut, hein, parce qu'il est un petit peu rudimentaire, mais bon an, mal an, on crédite quand même la MSR d'avoir fortement relancé le ETS. J'ai repris ici la dynamique du prix spot à travers de la phase 1 à la phase 4 de l'ETS, sachant que la MSR, sa mise en œuvre a été faite en 2019. Et vous voyez que ça correspond quand même effectivement au moment où le prix du carbone, après une phase extrêmement dépréciée, hein, sur presque les 2/3 de la phase 3, et bien effectivement, là, le prix du carbone est remonté significativement et ça s'est accéléré, hein, avec notamment au début de la phase 4, l'annonce du paquet Fit for 55, etc. Et le fait est que depuis, on constate une dynamique bien soutenue du prix de l'ETS et cette semaine, il a même de nouveau franchi les 90 € la tonne de carbone. Juste une question. Quand tu montres ça, voit l'impact sur les prix, mais derrière, est-ce qu'il y a eu du soutirage tous les ans à partir de 2019? Pas forcément. Pas forcément, parce que justement, c'est l'effet d'anticipation. C'est voilà. l'effet d'anticipation. Donc, parce la que... correction a joué plus sur les phénomènes que tu expliquais avant sur l'anticipation que sur le fait d'un relâchement ou d'une restriction des quotas dans la dernière période. Oui, tout à fait. Les mécanismes n'ont jamais été de fait. Oui, et alors en plus, du point de vue théorique, la première partie du mécanisme, celui qui correspond, si je reviens juste 2 secondes, hein, celui qui correspond à l'histoire du plafond et du plancher, du point de vue théorique, sauf cas extrême, mais bon, il est neutre sur le cap total, donc il est normalement neutre sur le prix, du fait justement des anticipations. Les acteurs, normalement, doivent anticiper que dans le cap total n'a pas changé, donc normalement, ça ne doit pas avoir d'impact sur le prix. D'accord ? Donc en ce sens, d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais... Mon sujet n'était pas explicitement à la MSR, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais puisque tu m'y amènes, je le souligne quand même. Du point de vue théorique, la MSR, s'il n'y avait que ce mécanisme-là, elle ne devrait pas contribuer à modifier le prix du carbone. Donc, elle ne permettrait pas d'expliquer la dynamique que j'ai montrée du prix. C'est par contre le dernier mécanisme, celui où on va retirer des quotas. Lorsqu'il y a trop de quotas en circulation par rapport à ce qu'on met aux enchères, l'anticipation d'une restriction qui fait qu'effectivement, même si ça n'a pas eu lieu encore, l'anticipation a suffi pour se dire attention, le seuil que j'anticipe, enfin le cap que j'anticipe sur l'ensemble de l'horizon de l'ETS, il est plus restrictif. Et donc, effectivement, le prix augmente. D'ailleurs, le prix avait commencé à augmenter même avant que... Lors des discussions de la MSR, oui. Donc, effectivement, ça permet, enfin, cette hausse de prix, en tout cas, moi, la lecture que j'en ai, hein, après, on peut la contester. Mais parce que ça renforce ce que je disais avant sur les anticipations. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, mon but n'est pas tellement de discuter de est-ce que la MSR est efficace ou pas, est-ce qu'elle a causé réellement l'augmentation du prix ou pas, mais vous voyez que quand même, il y a une lecture relativement cohérente de ce qui s'est passé. Et donc, si j'en reviens aux événements de cet été, de l'été dernier, hein, l'été 2022, alors je crois que c'est surtout vers le mois de juin et juillet, il y a, ce n'est pas la Commission européenne, hein, mais il y a des membres du Parlement européen qui ont proposé de puiser finalement dans la MSR des quotas qui avaient été mis en réserve pour les vendre aux enchères, indépendamment donc, du système automatique prévu par la MSR, pour, à partir du revenu de ces mises aux enchères, financer le plan REPowerEU.
Donc, pourquoi je trouve ce cas-là particulièrement intéressant? Parce qu'il s'agit explicitement d'une remise en cause de l'automaticité du fonctionnement de la MSR. En outre, l'opération ne répondait pas à un objectif de politique climatique. Alors certes, on peut voir un lien entre le secteur d'énergie et réchauffement climatique, mais en l'occurrence, c'était surtout pour répondre à la crise liée à l'Ukraine, à la hausse des prix d'énergie, etc., mais indépendamment de considérations en fait climatiques. D'accord. Et donc, en fait, cette proposition, cette discussion qui a été introduite par certains membres du Parlement européen a fait planer le doute sur le fait qu'à finalement, chaque fois que les autorités européennes auraient besoin de financer quelque chose, elles pourraient aller piocher dans les entre guillemets, deep pockets de l'EETS en revendant des quotas. Et donc, finalement, on a vu, j'ai commencé moi, à voir l'émergence d'un risque d'utilisation discrétionnaire de la MSR. Et il n'est pas du tout impossible que ceci ait réintroduit le doute dans l'esprit des agents économiques et que ça ait, par exemple, réfréné un certain nombre d'entreprises dans leurs investissements bas carbone en accroissant l'incertitude, mais pas une incertitude liée à la conjoncture économique, mais une incertitude régulatoire. Et donc ça, effectivement, je trouve que c'est tout à fait conforme à ce qu'ont fait certains articles de recherche, il y a déjà pas mal de temps, sur le ETS, en captant ce problème de risque d'incohérence temporelle dans la régulation de l'EUTS. Alors, j'en arrive à la dernière section de ma présentation, qui est quelles leçons tirer de ça du point de vue de la régulation de l'ETS. Bien, la leçon, c'est que quand en économie, on parle de risque, de problèmes d'incohérence temporelle, eh bien, il faut renforcer la crédibilité des politiques publiques que l'on veut mettre en place et qui pourraient être sujettes à cette incohérence temporelle. Pour rendre ici le ETS encore plus efficace, ça veut dire qu'il faut mettre en place des mécanismes empêchant l'incohérence temporelle et donc limitant les décisions discrétionnaires par rapport à cette régulation. Pour reprendre la fameuse expression de l'article de Kinland et Prescott, Rules versus Discretion. Alors, ces mécanismes peuvent être de différents types et je pense qu'on peut, même si je n'ai pas tout à fait fait ici dans mes diapositives, mais je pense qu'implicitement, il y a aussi une hiérarchisation de ces mécanismes dans le degré de crédibilité qu'ils peuvent avoir. Premier mécanisme, les règles automatiques et transparentes. Elles restent sous le contrôle discrétionnaire du pouvoir public, mais y contrevenir est visible et générateur d'alerte. L'exemple typique, c'est la MSR. La MSR était bien annoncée par la Commission européenne comme un mécanisme conçu pour limiter la dimension discrétionnaire de la régulation de l'UETS. Donc, dans l'esprit, ça répond bien effectivement à ça vise cet objectif. Et on a vu en même temps qu'effectivement, il y a eu une alerte quand même. Je n'ai pas été le seul. Il y a quand même eu des questionnements par rapport à cette proposition des membres du Parlement européen qui remettaient en cause ça. Mais on voit bien que s'il n'y avait pas eu cette automaticité de la MSR, finalement, ça aurait pu être fait beaucoup plus discrètement. On aurait pu revendre des quotas beaucoup plus discrètement par rapport à la tentative qu'il y a eu. Là, la tentative, elle nécessitait effectivement de demander explicitement à la Commission européenne de revenir sur l'automaticité de la MSR. Donc, vous voyez qu'il y a, dans la façon de mener cette politique discrétionnaire, il y a un cran, ça prend du temps parce que ça nécessite d'entrer dans des discussions. Alors, ces systèmes de règles automatiques et transparentes, j'ai tendance à interpréter l'ajustement carbone aux frontières tel qu'il est incessamment sous peu être mis en place par l'Union européenne, un petit peu dans le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'en définissant l'ajustement carbone aux frontières, plus exactement en disant, en indiquant que le montant de l'ajustement carbone aux frontières était calé sur le prix de l'ETS, on voit bien que la Commission européenne, alors pour des raisons évidentes de compatibilité aussi avec les règles de l'OMC, mais on voit bien qu'elle a cherché délibérément à ne pas avoir la main directement pour pouvoir fixer ce niveau.
C'est en ce sens d'ailleurs que cet ajustement carbone aux frontières, ce n'est pas un tarif douanier, parce qu'il n'est pas défini de manière libre par l'autorité qui régule aux frontières. Non, son niveau est calé selon une règle précise par rapport à un marché. Donc, ça signale quand même une certaine indépendance par rapport à des politiques, par exemple, qui voudraient peut-être des politiques de protectionnisme ou de promotion de la compétitivité en Europe. Ça montre que, voilà, on a bien la volonté, dans ce mécanisme-là, d'éviter cette manipulation un peu discrétionnaire de l'ajustement carbone aux frontières. Il y a d'autres systèmes aussi qui relèvent un petit peu de cette logique de règles automatiques. C'est le fléchage dans l'utilisation des fonds qui peuvent être collectés par une politique environnementale. Ce qu'on appelle en anglais le earmarking des recettes fiscales, qui évite effectivement qu'on puisse réutiliser ces fonds-là à des fins discrétionnaires sur d'autres types de politiques. Alors, à première vue, ça va à l'encontre, par exemple, de la théorie sur le double dividende, qui nous dit qu'au contraire, on doit aller chercher à réutiliser les recettes fiscales là où actuellement on va la possibilité de réduire le plus possible les distorsions dans l'économie, même si elles n'ont aucun lien avec l'environnement. D'accord. Ici, dans la logique de earmarking, généralement, on va au contraire utiliser les recettes avec une fin environnementale, pour bien mettre en évidence que non, on ne cherche pas après à instrumentaliser le niveau de la tarification ici du CO2 pour finalement financer des choses qui n'ont rien à voir avec la politique climatique. Donc, c'est ce qu'on fait, par exemple, en fléchant au moins une part des recettes des mises aux enchères sur le financement de l'innovation bas carbone. C'est ce que, quelque part, ça répond à cette logique-là. Ce n'est pas l'ETS, mais quand on essaie de mettre en place une taxe carbone, quand on dit qu'on va utiliser les recettes de la taxe carbone à but redistributif pour compenser l'effet régressif de la tarification du carbone sur les ménages, c'est également un petit peu ce que l'on cherche à faire. Et d'éviter la critique consistant à dire c'est juste une taxe pour financer ceci ou cela qui n'a rien à voir avec la politique environnementale. Alors évidemment, hein, ces règles, elles restent quand même sous le contrôle direct des autorités publiques. Donc, il y a quand même un degré, à un moment donné, d'incohérence temporelle qui reste non négligeable, ou un risque d'incohérence temporelle qui reste non négligeable. Dans le cas de la MSR, on n'était pas forcément à l'abri que les parlementaires n'arrivent pas au final à leur fin. Deuxième type de mécanisme qui peut être mis en place, un système contractuel engageant les pouvoirs publics légalement et rendant coûteuse toute incohérence temporelle. Coûteuse au sens financier du terme. D'accord. Et ce coût est supposé dissuader les autorités publiques, effectivement, de revenir sur leurs engagements. Alors, évidemment, pour que ce soit réel, il faut que ce coût il soit conséquent. Sinon, il n'y a pas de crédibilité du système. Pourquoi j'insiste là-dessus, sur l'importance du coût voilà, c'est que si on regarde en France ce qui a pu se passer avec les cas, la question des portiques de l'écotaxe qui était prévue pour le transport routier de marchandises en 2013-2014, on a bien vu l'État revenir sur une décision où un coût irrécouvrable dans l'investissement de ces portiques avait été consenti, et néanmoins, l'État a abandonné cette politique. Comme vous le savez, sous une certaine pression de la rue, à tous les sens du terme, avec le mouvement notamment des bonnets rouges, qui a un peu été perçu d'ailleurs comme un mouvement précurseur du mouvement des Gilets jaunes. Néanmoins, on est bien en fait en train de réfléchir à ce type de mécanisme pour aussi crédibiliser la politique de tarification du CO2 qu'on a en Europe, et notamment les discussions qu'il y a autour des Carbon Contract for Difference sont, excusez-moi de l'énorme faute d'orthographe dont je m'aperçois, sont avec un T, présentées comme allant dans ce sens. Alors, pour le comprendre, je me suis permis d'utiliser un graphique qui n'est pas de moi, d'ailleurs qui présente dans le cas particulier des Carbon Contract for Difference britanniques, d'où le fait que tout soit exprimé en livres sterling par mégawattheure et pas en euros. Mais je trouve le graphique tout à fait parlant, et donc c'est pour ça que je me suis permis de le récupérer pour cette présentation. Donc vous avez le trait en noir qui représente la dynamique, par exemple, du prix du carbone.
Eh bien, l'idée dans un carbon contract for difference, c'est que vous avez contractuellement de défini dans ce contrat ce qu'on appelle, alors on pourrait l'appeler un prix seuil, ici c'est donc la notion de strike price, qui est un prix tel que tant que le prix du carbone est en deçà de ce strike, eh bien, les pouvoirs publics payent à l'entreprise qui aurait investi dans une solution décarbonée la différence par rapport au strike. D'accord ? Donc, finalement, c'est une aide qui est apportée à l'entreprise qui aurait investi dans cette solution décarbonée. Par contre, si le prix dépasse le strike price, eh bien, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que l'excès de prix du carbone par rapport au strike price est reversé par l'entreprise au bénéfice des pouvoirs publics. Donc, pourquoi est-ce que ceci peut être une incitation à limiter l'incohérence temporelle? Eh bien, parce que les pouvoirs publics ont une incitation ici à éviter d'avoir à trop payer à l'entreprise et au contraire ont une incitation à recevoir de l'entreprise. Donc, ça peut être une incitation pour les pouvoirs publics, effectivement, à mener une politique de régulation de l'ETS qui soutienne dans le temps le niveau du prix. D'accord ? Et donc, effectivement, d'éviter d'avoir une gestion discrétionnaire, en tout cas, d'éviter d'avoir le type de gestion discrétionnaire qui déprécierait la dynamique du prix de l'ETS. D'accord ? Mais, bon, quand considérer que ces contrats suffiraient à résoudre tout problème d'incohérence temporelle, est à mon avis sans doute peut-être un peu exagéré, parce que les enjeux financiers ne sont peut-être pas encore suffisamment importants, ils ne sont pas négligeables bien sûr, mais ils ne sont peut-être pas encore suffisamment importants pour dissuader à un moment donné les autorités européennes, si vraiment elles ont un intérêt, à revenir sur ces engagements contractuels. Ou en tout cas à laisser le prix dégringoler et donc à devoir au final payer plutôt que recevoir. Alors enfin, et c'est là où vous voyez quand même qu'il y a une hiérarchisation un peu de ces différents instruments de renforcement de la crédibilité de la politique environnementale, puisque j'ai commencé avec des règles automatiques mais qui restent décidées par les pouvoirs publics et donc quand même beaucoup sous le contrôle des pouvoirs publics, à des solutions contractuelles, donc légalement engageantes. Donc là, l'État ne peut quand même pas tirer un trait sur des contrats sur lesquels il s'est engagé. Donc, il y a une dimension légalement, effectivement, qui renforce la crédibilité de ce système. La solution encore plus, je dirais, radicale repose sur ce que, dans la théorie économique, on appelle le constitutionnalisme économique. Ça consiste à déléguer à une institution spécifique la mise en œuvre d'une politique. Alors, cette institution, pour que ça ait un sens, elle doit vérifier certaines propriétés. Bien sûr, sa mission, elle doit être définie statutairement par le pouvoir politique en fonction des objectifs de long terme de ce dernier. Donc, typiquement, en matière de politique environnementale, c'est l'objectif de décarbonation de l'économie. D'accord ? Mais, deuxième condition, cette institution doit être indépendante à la manière d'atteindre ses objectifs. Au sens où, typiquement, si on essaie de regarder comment ça se passe sur d'autres types d'institutions qui existent déjà, qui relèvent de ce constitutionnalisme économique, eh bien, il y a une direction qui généralement est nommée pour un mandat d'une durée donnée par le pouvoir politique, mais cette direction ensuite est indépendante du pouvoir politique. Et elle peut prendre ses propres décisions durant le mandat. D'accord ? Une dimension sans doute importante toutefois, qui n'est pas forcément toujours présente du reste dans les institutions qui relèveraient de cette catégorie. Je pense qu'il est important par contre que l'institution rende compte auprès du Parlement de la réalisation de sa mission. C'est notamment à mon avis une étape extrêmement importante pour favoriser l'acceptabilité de la politique et de ce système. D'accord ? Alors, ce type d'institution existe, que ce soit au niveau européen, soit au niveau national. Par exemple, tout ce qui est autorité de régulation d'un certain nombre d'industries de réseau fonctionne selon ce principe-là. Voilà, c'est quand même l'idée d'avoir une institution qui obéit à des objectifs particuliers. Et on a vu effectivement que ces institutions pouvaient, à un moment donné, être en opposition avec un gouvernement. Oui, on a déjà vu d'indépendance. Voilà, on a déjà vu le gouvernement français, par exemple,
hurlé après l'ARCEP sur des décisions, notamment, je crois, par rapport à la téléphonie mobile, où le pouvoir public voulait forcer à la réalisation de certains rapprochements, l'autorité de régulation s'y opposant. Et c'est bien l'autorité de régulation qui a eu le dernier mot, arguant de son indépendance. Et l'autre exemple, évidemment, hyper classique en analyse économique, c'est les banques centrales. Les banques centrales, donc par exemple la BCE, disposent effectivement de cette indépendance par rapport au pouvoir public, tout en ayant statutairement des objectifs qui ont été fixés. Alors, le parallélisme entre une telle institution et notamment une banque centrale, enfin, à mon avis, pardon, le parallélisme entre une telle institution qui s'appliquerait sur le marché du carbone et une banque centrale est particulièrement fort. Plus effectivement qu'effectivement sur des autorités, par exemple, de régulation de certaines industries de réseau. Parce que, à la différence de ces industries de réseau, notamment, comme pour la monnaie, donc comme pour une banque centrale, les quotas d'émission sont créés ex nihilo. De même, là où pour une banque centrale, l'offre de monnaie est contrôlée par des opérations d'achat et de vente de titres sur le marché bancaire, interbancaire, ce qu'on appelle les opérations d'open market, eh bien, sur le marché EUTS, l'offre de quotas peut être contrôlée par les mises aux enchères comme mode d'allocation initiale. Donc, on voit qu'effectivement, on a des instruments même pour mener la politique d'une telle institution qui seraient extrêmement comparables finalement dans les deux cas. Donc, en ce sens, à mon avis, un ETS est beaucoup plus comparable du reste au marché interbancaire qu'un marché de commodités. Parce que dans un marché de commodités, l'offre n'est pas sous le contrôle forcément des pouvoirs publics. Et surtout, il s'appuie sur des contraintes réelles. On ne peut pas offrir plus de pétrole qu'il y en a dans le sous-sol. On ne peut pas offrir plus de blé ou de minerais qu'il y en a effectivement de produits dans l'économie. De la monnaie, des quotas d'émission, finalement, on peut les créer un peu à volonté. Ça n'a pas de coût financier direct. Ça peut avoir des coûts économiques après, des conséquences, mais pas de coûts financiers directs. D'où le fait que ce parallélisme conduit à parler finalement de banque centrale du carbone. Alors, je suis bien conscient du fait que l'idée d'une telle banque centrale n'est pas nouvelle. Ça a été déjà discuté, pas de manière extensive, mais ça a quand même été discuté, notamment en fin de phase 2, début de phase 3, avec toutes les difficultés qu'il y avait eu suite au choc effectivement de la crise des subprimes et des difficultés qu'il y avait à remonter le prix ou à contrôler la dynamique du prix. Mais finalement, ça a été discuté beaucoup plus avec, dans l'idée, par exemple, d'avoir une flexibilité ou une réactivité dans l'ajustement de l'offre de quotas. C'est par exemple typiquement un des arguments qui a été avancé, y compris dans certaines publications de la chaire économie du climat. Je pense notamment à un working paper, c'était un working paper de Christian Depertuis et Raphaël Trottignon datant de 2011. Mais je suis allé voir un petit peu aussi par rapport à d'autres références qui ont parlé d'une telle banque centrale du carbone. La discussion était plus, est-ce que justement on doit avoir des règles automatiques ou une banque centrale du carbone, l'argument étant qu'une banque centrale du carbone, elle pouvait plus facilement s'adapter à d'autres chocs exogènes qu'on n'aurait pas prévus qu'un système automatique. Et par contre, le système automatique étant jugé comme plus visible, plus compréhensible par des agents économiques. Alors que la justification par laquelle je fais revenir un petit peu ce débat sur la Banque centrale du carbone, c'est beaucoup plus la question de l'incohérence temporelle et de la vision de long terme de la régulation du marché du carbone. D'accord ? Et, pardon, oui, alors je vais terminer très rapidement, c'est ma dernière diapositive, pardon, je suis un peu bavard. Et ce que je trouve de particulièrement intéressant, c'est qu'une telle banque centrale du carbone, elle résout finalement le dilemme entre la régulation par les prix ou la régulation par les quantités. Parce que fondamentalement, son instrument, c'est une régulation par la quantité, mais à travers sa mission et ses objectifs de long terme, eh bien, effectivement, elle serait incitée effectivement, à maintenir une certaine stabilité, une trajectoire suffisamment prévisible du prix du carbone. Et donc, voilà, je trouve qu'elle correspond bien à finalement la mise en cohérence de ces objectifs ou de cette discussion autour du dilemme entre régulation par les prix et régulation par les quantités.
Donc voilà, merci pour votre attention et j'espère que ça aura suscité de l'intérêt pour ces questions-là de votre part. En tout cas, c'était une excellente synthèse de voilà, toute l'histoire un peu de l'ETS avec ses points fondamentaux, ses forces, ses faiblesses et aussi voilà, les contributions de la chaire sur ces questions. Donc, merci Marc. J'imagine qu'il y a peut-être des questions. Alors, peut-être déjà sur le chat, est-ce que j'ai arrêté le partage pour pouvoir voir le fil de discussion? Non, aucune discussion. Ou tout le monde a... Très bien. Ah, tu avais une question? Non. Il y a une question qui apparaît. Il y a quelque chose à... pas. Non, c'était un merci. Ah, bah, merci. Très bien. Donc, merci à nouveau, Marc. Et donc, on se retrouve pour la prochaine FLM qui sera toujours en ligne tant qu'on n'aura pas récupéré notre salle. Voilà. Merci Quand c'est pas le beaucoup. Covid, c'est... Non, c'est les travaux. Merci bien. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.